Édition spéciale ce soir, jusqu'où Israël ira dans sa riposte. Déjà 450 missiles iraniens tirés depuis le début de la guerre sur le territoire israélien. L'heure est aussi à la stratégie en Iran. Un nouveau site nucléaire frappé en plein cœur de la ville d'Ispahan. Le programme atomique est-il en train de vaciller? Quels dégâts réels derrière le silence de Téhéran? Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Colonel Goya, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accompagner ce soir. Des frappes ciblées, mais pour quel but de guerre? Pour quel but de guerre? Avec Netanyahou qui s'est exprimé il y a quelques instants, savoir quel va être réellement le plan de sortie d'Israël. Quel est votre avis, Thierry Breton? Je crois que Benjamin Netanyahou, d'abord, il faut reconnaître qu'il a choisi vraiment la fenêtre où agir. Et là, vraiment, on le voit, il a vraiment réussi à aligner, je dirais, toutes les planètes, y compris par parenthèse sa population qui le soutient désormais, ce qui est quand même quelque chose d'inédit, et il ira au bout. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ira au bout du bout. Il ne s'arrêtera pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on le comprenne. Tout part évidemment du 7 octobre, il ira au bout. Donc maintenant, il faut voir comment, évidemment, bien, les acteurs politiques, les acteurs géopolitiques se positionnent par rapport à ce qui devient désormais, me semble-t-il, une certitude. Ce soir, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il dit très clairement, pour faire une bombe nucléaire, il faut avoir plusieurs pièces d'un puzzle. Nos services de renseignement produisent des analyses qui nous permettent de certifier que l'Iran dispose bien des différentes pièces pour une bombe nucléaire. La question qui se pose ce soir en ayant ces éléments, c'est est-ce que Israël avait vraiment le choix, Thierry Breton? De toute façon, Israël a pris comme élément de décision par rapport à ce nouvel enclenchement, cette nouvelle phase de guerre, parce que d'un côté, on dit que c'est le rapport de l'AIEA qui a provoqué évidemment la réaction. D'un autre côté, certains disent maintenant qu'au fond, tout ceci avait démarré lorsque l'Iran avait commencé à attaquer, à envoyer ses premières salves de missiles, on s'en souvient, c'était par parenthèse à la suite de l'attaque d'un sous-consulat iranien qui était une attaque israélienne. Donc tout ceci, effectivement, démarre d'assez loin. Maintenant, la raison par rapport au droit international. Et je sais bien que par rapport à ces tragédies qui se déroulent sous nos yeux, on le voit tous les jours, des tragédies évidemment en Iran, pour la population, des tragédies en Israël, on vient de l'entendre de la part de la bouche de votre correspondant. Et il faut aussi rappeler que malgré tout, il faut préserver le droit international. Cette petite musique du droit international, c'est ce qui fonde notre vivre ensemble depuis maintenant des décennies. Et on ne peut pas le balayer d'un revers de main, Gouadane. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. Certains vous diraient, Thierry Breton, qu'on ne vit plus dans ce monde-là, face à Trump, face à Poutine. Bien sûr, on vit dans un monde de rapport de force. On vit dans un monde brutal. C'est certain. Et par parenthèse, ça veut dire que pour nous, Européens, il est plus qu'urgentissime de l'intégrer et de changer nos modes de fonctionnement et de réaction. L'Europe est trop absente, y compris sur ce théâtre, sur ce terrain, y compris diplomatique. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Mais c'est un monde brutal, certes, mais nous devons, nous aussi, en permanence rappeler qu'il y a aussi le droit international et qu'il est très important de le rappeler. Vous savez, je préfère que ce soit nous qui le rappelions plutôt que les Russes ou les Chinois. Colonel Goya, vous êtes notre militaire en plateau. Quand vous voyez ces frappes, on a vu ces frappes sur Ispahan, des frappes également sur le régime, assassinats ciblés. Est-ce que toutes ces frappes sont ciblées ? Quand vous voyez les dommages collatéraux tout de même du côté iranien, qui est assez conséquent. Alors pour l'instant, c'est très dur d'avoir des chiffres très clairs. Les ONG, une ONG américaine présente sur le terrain dit 657 morts, dont 263 civils. Le calcul des autorités iraniennes s'est arrêté à 214. On voit tout de même des dommages collatéraux, des morts civiles. Est-ce que
réellement, alors on sait qu'Israël fait la préparation de prévenir en amont, notamment en Farsi, mais est-ce que ça suffit dans ces circonstances-là ? Comment dire, vous aurez toujours en réalité des pertes civiles dans une campagne aérienne. Quelle que soit la précision des moyens que vous utilisez, il y aura toujours des pertes civiles, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de ces frappes qui se font dans les villes, qui se font à Téhéran, sur des objectifs, soit sur des personnalités qui sont frappées directement chez elles, soit par exemple sur les objectifs militaires. Les lanceurs de missiles, ils sont mobiles, ces lanceurs iraniens, et vous pouvez les en trouver dans des villes aussi. Donc si vous voulez les frapper, vous frappez en ville. À partir du moment où vous commencez effectivement à frapper en ville, vous aurez forcément des morts civiles. Bon, après, voilà, la vraie question d'un point de vue militaire, c'est, allez, je vais faire autrement, je vais utiliser un précepte bouddhiste, il faut savoir où s'arrête ce qui suffit. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est, voilà, les Israéliens ont une stratégie de coup de marteau. Ils ont un instrument, un marteau. Avec un marteau, on peut atteindre des objectifs militaires, incontestablement. On peut frapper, il y a deux grands objectifs militaires, un qui est très important, c'est évidemment le programme nucléaire, mais qui est une menace qui n'était pas non plus une menace brûlante. Et puis il y a une menace immédiate, c'est celle des missiles balistiques. Bon, donc on frappe sur l'un et sur l'autre, et on réduit ces deux menaces. Ça, techniquement, on peut estimer que les Israéliens peuvent atteindre cet objectif, et en même temps se protéger défensivement contre les missiles balistiques. Après, c'est le reste, quoi. Comment, avec un marteau, on arrive à faire des changements politiques, comment on arrive à modeler une société, comment on arrive à même changer un régime à coup de marteau. Et ça, en réalité, on n'a pas la formule. Donc on peut écraser, mais changer, c'est extrêmement difficile. Le vrai risque, je termine là-dessus, c'est que, pour moi, c'est qu'on déborde de et je pense qu'on a déjà commencé, déborder de ces objectifs militaires. On pourrait, les Israéliens dire, voilà, on a réussi, on a atteint notre objectif, on a détruit le programme nucléaire, l'Iran ne représente plus une menace, mission accomplie. Ça, c'est tout à fait jouable. Mais j'ai peur qu'en fait, on décide d'aller bien au-delà. Et là, on bascule dans l'inconnu. Est-ce qu'on va aller vraiment au-delà, puisque Donald Trump laisse une chance à la diplomatie, on peut le dire. Il a parlé de ces 2 semaines. Alors, c'est un peu une marotte pour Donald Trump sur la scène internationale d'invoquer les 2 semaines. Comment vous analysez la position américaine, Thierry Breton ? D'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire le colonel, évidemment que les Israéliens ont enclenché une dynamique de changement de régime. Enfin, il faut appeler un chat un chat. On le voit encore aujourd'hui, où il y a eu encore des éliminations qui n'ont strictement rien à voir avec le programme nucléaire. Donc il faut le dire. Alors évidemment, personne ne pleure sur le régime des Mollahs. Mais je le redis, par rapport au droit international, évidemment qu'Israël est déjà très en deçà du droit international. Et personnellement, je crois qu'il faut que nous, Européens, nous soyons très attentifs à ce que nous disions. J'ai entendu, et j'ai beaucoup de respect pour le chancelier Merz, mais c'est vrai que les propos qu'il a tenus sur le... Les Israéliens font le sale boulot. Voilà, je pense qu'il faut être attentif, là encore, parce que si on rentre dans cette dimension, alors comme le dit le colonel, où on s'arrête. Nous devons en permanence rappeler qu'il faut respecter le droit international. Bien sûr qu'au regard de ce qu'a dit l'AIEA, il est impératif que l'Iran n'ait pas accès à l'arme nucléaire, et donc il faut aller maintenant au bout, et je pense qu'on ira au bout, là. Alors qui ? Est-ce que ce seront les Israéliens ? Est-ce qu'ils auront la possibilité ? On sait que le site de Fordo, le colonel sait ça bien mieux que nous tous, les centrifugeuses sont enterrées à plus de 90 mètres de profondeur dans la roche, et donc il faut des bombes américaines uniquement, mais Donald Trump et les autorités américaines ont commencé à positionner les bombardiers qui permettent précisément de porter ces bombes que seuls les Américains ont à leur disposition. Sur l'île de Guam, c'est encore un peu loin quand même. Oui, mais et pour répondre à votre question, voilà, on connaît assez bien Donald Trump. Quand on dit on connaît bien, il est extrêmement imprévisible, mais il y a quelques petits éléments qui me semblent importants de rappeler. Un, il a horreur de se faire dicter son agenda. Et là, il faut dire les choses. C'est Benjamin Netanyahou qui a dicté son agenda. Par parenthèse, il a dicté aux Américains et au monde. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Et ça, Donald Trump, il n'aime pas. Mais enfin bon, il est maintenant enclenché dans cette dynamique, si je puis m'exprimer ainsi. Deuxièmement, maintenant, évidemment, il faut aller du côté du succès. Or, il est incontestable que le succès des opérations militaires est évidemment du côté israélien. Troisièmement,
faut-il aller maintenant pour aller au succès, et je mets des guillemets à succès, faut-il que les États-Unis s'engagent ou pas? Et il procède toujours de la même façon. Je donne 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, et il me semble que ça lui donne le temps aussi de voir comment les choses évoluent, et peut-être, il le dit lui-même du reste, il le revendique, peut-être pour pouvoir décider les dernières secondes avant l'échéance. Donc je pense que dans cette situation, il est également dans la même logique, on verra bien, et donc pour nous, c'est très important de rappeler que dans cette période, évidemment, eh bien, tous les efforts diplomatiques qui pourront être faits doivent être faits. C'était du reste ceux qu'avait réengagé du reste Donald Trump, on s'en souvient, à l'occasion des cycles de réunions qui avaient lieu à Doha, et où du reste Benjamin Netanyahou lui a brûlé la politesse en faisant finalement effacer la réunion qui devait avoir lieu dimanche dernier, on s'en souvient. Maintenant, les Européens ont essayé de reprendre une initiative. Il a dit qu'il était tout de même assez au courant, Donald Trump. Oui, comment il ne pouvait pas dire autre chose? D'abord, j'imagine qu'il l'a été. J'imagine aussi qu'il l'a été au dernier moment. Peut-être que les avions étaient déjà en vol quand il l'a été. Mais on connaît aussi un peu Benjamin Netanyahou. Et donc, c'est pas impossible, colonel, que ce soit passé comme ça. Donc, voilà, maintenant, il va essayer de recourir au succès, mais il est évidemment aussi partagé. Et moi, je connais un peu Donald Trump, j'ai travaillé évidemment avec lui, avec ses équipes, évidemment. Il déteste profondément la guerre. Je crois qu'il faut vraiment le redire. La guerre, d'abord, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour le business. Il n'aime pas ça, et donc il n'est pas va-t-en guerre. Du reste, il a été élu en grande partie par toute un peuple MAGA qui était vraiment contre cela. Donc là, on sent bien du reste qu'il y a une fracture maintenant autour de lui, et que ceux qui sont contre la guerre s'expriment de façon très véhémente, y compris dans ses équipes, et ce qui est nouveau, y compris dans ses équipes rapprochées. Donc on va voir, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, personne ne sait aujourd'hui ce qu'il va décider. Moi, mon sentiment, c'est qu'encore une fois, seul ou avec le soutien des États-Unis, les Israéliens, je le redis à votre micro ce soir, iront jusqu'au bout. Vous parlez d'économie, le pétrole d'ailleurs évolue au gré des déclarations de Donald Trump. On voit ça juste après une courte page de pub, toujours avec vous de mes yeux. Et niveau économie, ça s'apaise puisque le pétrole réagit au gré des déclarations de Donald Trump. Et figurez-vous que ces derniers jours, le baril de Brent, principal indice de référence du pétrole, repartait à la baisse vendredi après que Donald Trump ait temporisé sur une éventuelle offensive américaine. Thierry Breton, comment vous expliquez cela ? D'abord, il y a eu énormément de volatilité à partir du moment où le conflit a commencé à être engagé. On a vu le baril monter de plus de 10% et du reste rester très haut pendant tous les premiers jours du conflit. Bon, après, il y a évidemment toujours les risques, voire les menaces de bloquer le détroit d'Ormuz, dont je rappelle quand même que c'est le détroit où passe une très grande partie du pétrole, en particulier qui vient donc de cette région, et en particulier qui va permettre à la Chine de fonctionner, il ne faut jamais l'oublier. N'oublions pas que les Chinois jouent un rôle là en ce moment de modérateur. Ils veulent tempérer un peu tout ça. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Et donc, effectivement, après les premières menaces, bon, voilà, on revient dans une normalité. Je n'y mettrai quand même pas ma main à couper. On va encore avoir de la volatilité sur le marché du Brent, croyez-moi. Mais c'est vrai que à partir du moment où on redonne, vous savez, cette plage de temps, on l'avait connu aussi sur ces fameux tarifs douaniers. On redonne une plage de temps, les marchés respirent un peu et retrouvent une pseudo-normalité. Mais enfin, tout ce qui se passe en ce moment crée de la volatilité. C'est un levier tout de même assez intéressant parce que ça peut suggérer si oui ou non Donald Trump ira en guerre ou non, puisque très clairement il sait que sa base électorale est tout de même très préoccupé par l'économie. C'est un des leviers sur lesquels ils appuient depuis le début de cette élection. Est-ce que vous pensez que les Américains vont y aller, vous, colonel Goya ?
Je pense que Trump ne le sait pas encore lui-même, très probablement, qu'il laisse sa chance peut-être aux négociations, mais que si effectivement alors peut-être pas 2 semaines d'ailleurs, parce que ça me paraît très loin quand même comme perspective, mais avant, si effectivement il n'y a aucune perspective de négociation, il ira probablement au secours de la victoire. Alors après, il reste à savoir comment. Je pense que, a priori, il aurait déjà approuvé les options militaires. Enfin, l'option militaire, parce qu'il n'y en aura qu'une. Je pense qu'à mon sens, il y en avait 3 possibles. La première, c'est option minimale où on tape uniquement le programme nucléaire. Donc on envoie les B2, la fameuse donc à Fordo finalement, cette grosse bombe GBU-57, etc. Voilà. On casse véritablement le programme nucléaire parce qu'on est maintenant dans une situation où il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ce programme soit détruit à 80% au moins. Donc ça, c'est l'option minimale. L'option maximale, il fait la campagne militaire complète, il se joint complètement, les Américains se joignent aux Israéliens pour taper les missiles balistiques, intercepter ceux qui arrivent sur Israël, les navires qui sont en Méditerranée, ils contribuent à intercepter les missiles, etc. Donc on reste dans le domaine militaire. Et puis la troisième option, c'est l'option maximale, où là on bascule effectivement dans l'attaque générale contre l'Iran. Je pense pas que effectivement les Américains soient très favorables, en particulier Trump, à cette dernière option. Mais la première option, qui est l'option minimale, il peut dire, il y a 2 solutions. Soit il y a une vraie négociation, une vraie capitulation, je dirais, de l'Iran, auquel cas il apparaîtra lui-même comme le faiseur de paix, le vainqueur, au bout du compte. Et soit il détruit lui-même le programme nucléaire parce que les Israéliens n'y arrivent pas, et auquel cas il pourra apparaître au moins comme celui qui a véritablement mis fin à ce programme nucléaire. Tous les yeux se tournent en tous les cas vers ce site nucléaire de Fordo. Où il faudrait notamment cette fameuse bombe de plusieurs tonnes pour aller sous la terre, à plusieurs mètres de profondeur, mais on parle également d'une opération terrestre. C'est le média Axios qui parle de ça, en disant que c'était une possibilité. Vous dites que c'est totalement plausible. Bien sûr, je vous en parle depuis le début, d'ailleurs, depuis le début de cette guerre. Oui, moi je conseillerais tout de suite une opération commando sur cette... alors, on peut commencer par essayer de le bombarder, c'est le plus simple, mais on peut très bien faire une opération commando. Alors, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Et pour faire quoi, concrètement, colonel? Comment on fait Comment on fait une opération commando là-dessus? Une opération commando pour un site comme ça, c'est vous amener ou créer une base temporaire, parce qu'il faut y aller en hélicoptère, il faut des hélicoptères. Les hélicoptères, c'est un rayon d'action qui est relativement limité. Vous créez une base temporaire en Iran, quelque part dans le désert, ou peut-être au Kurdistan, ou enfin pas très loin. Vous envoyez les avions, l'aviation au-dessus de la zone qui casse tout ce qu'elle peut, et puis elle fait des hippodromes autour du site pour le couvrir. Vous envoyez des hélicoptères d'attaque depuis la base temporaire qui eux-mêmes continuent à mettre une couche. Ensuite, vous envoyez un commando, un hélicoptère. Et alors je ne vois pas très bien sur le site, s'il y a le moyen de poser des avions tactiques, dits tactiques, ou des Hercules, ça permettra de mettre du matériel beaucoup plus lourd. Ce serait l'idéal. Vous pénétrez, alors sous la protection des hélicoptères, des avions, vous pénétrez dans le site. La vraie difficulté, c'est d'arriver dans les tunnels, de pouvoir casser les entrées. À partir du moment où vous pouvez pénétrer dans les tunnels, ça y est, c'est fini. L'action est, vous cassez toutes les centrifugeuses, vous détruisez tout, vous remontez, faites la chose en sens inverse, vous revenez dans la base temporaire, vous faites le plein, vous rentrez à la maison. Surtout que Thierry Breton, l'Iran est affaibli, il faut le dire. Les proxys, il y a eu un effondrement des proxys, notamment du Hezbollah, qui n'a pas vraiment réagi depuis le début de ces frappes. Les pays arabes qui jouent un jeu tout de même assez intéressant, puisqu'il y a eu un sommet de la Ligue arabe sur ce sujet, notamment à Istanbul. Pas de réelle déclaration à la suite de ça. Comment vous analysez ça? Juste d'abord pour rebondir sur la description que vient de faire le colonel, je pense qu'il a voulu dire des commandos israéliens. Oui, bien sûr. Je le précise, parce qu'on aurait pu peut-être comprendre l'inverse. Je ne vois absolument pas les Américains envoyer des troupes au sol aujourd'hui dans le contexte qu'on vient de décrire. Absolument pas. Et je pense même que les Israéliens ont certainement étudié, on le voit, toutes les options, y compris celle-ci. Bien entendu, le Pentagone et la Maison-Blanche sont parfaitement au courant de ces options. Et je pense que dans les heures qui viennent, ils vont faire monter la pression pour montrer que si jamais les États-Unis n'y allaient pas, ils pourraient faire ça, parce que leur intérêt, évidemment, c'est qu'à la fin, ce sera beaucoup plus efficace, tant d'un point de vue tactique que d'un point de vue diplomatique, d'avoir les États-Unis
faire, je dirais, le dernier kilomètre pour pouvoir, je dirais, éliminer totalement le programme nucléaire iranien. Donc il y a certainement ce double jeu tactique aujourd'hui de la part des Israéliens, disant écoutez, si on n'y va pas, si vous n'y allez pas, nous on peut y aller, et le colonel a parfaitement décrit comment ça pourrait se dérouler. Maintenant, l'ensemble des pays arabes, alors ils sont à la fois, ils sont en soutien. Évidemment, avec l'Iran, il ne peut pas dire l'inverse. Et c'est un réel moyen de pression également. Les sunnites, ça leur fait peut-être pas complètement trop de peine de voir un peu ce qui se passe, parce qu'ils sont quand même pas non plus en soutien absolu donc, du régime des Mollahs. Mais vous savez, il ne faut pas se tromper. Pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. Parce que pour eux, ils sont tous dans des logiques, on a vu notamment ce qui s'était passé en Arabie Saoudite, mais tous, les pays du Golfe, ils sont dans des logiques économiques, ils ont des programmes d'investissement à très long terme, on l'a vu avec... Et ils ont besoin du détroit d'Ormuz. Ils ont besoin du détroit d'Ormuz, et 2, ils ont besoin de stabilité, et 3, ils ont besoin de mobiliser les capitaux pour les programmes qu'ils ont engagés, qui ne sont pas des programmes militaires, en tout cas, pour défendre l'Iran de ces attaques. Donc, tout ceci, ça ne crée quand même pas un très bon climat. Mais derrière, il y a évidemment la Russie qui joue un rôle totalement ambigu, parce qu'on oublie quand même une chose dans cette affaire, c'est qu'il y a une centrale nucléaire, parce qu'on parle aujourd'hui que les lieux où on va avoir des batteries de centrifugeuses. Mais il y a une centrale nucléaire, à Bécher, qui est une centrale nucléaire, qui est la seule centrale nucléaire iranienne, qui est au sud de l'Iran. C'est une centrale nucléaire qui avait été démarrée, je le rappelle, par parenthèse, par les Européens. C'était le groupe Siemens qui l'avait démarré avant la Révolution, en 1979. Et après, c'est Rosatom, c'est-à-dire la filiale donc, russe, donc, qui a vraiment développé, bâti et permet d'opérer cette centrale, qui est une centrale de 1000 mégawatts. Et qui produit aussi son uranium. Donc, alors les Russes arrivent maintenant. Donc les Russes sont quand même... Il y a des scientifiques russes qui travaillent, des ingénieurs. Donc il ne faut jamais oublier que les Russes sont très impliqués. Alors les Russes, c'est du reste, j'allais dire, si jamais tout ceci n'était pas aussi grave et sérieux, que c'est même un peu cocasse, les Russes maintenant disent, écoutez, nous on veut bien être les médiateurs. Alors quand on voit d'où viennent les Russes... Et Trump a accepté. Alors Trump a accepté oui et non, mais médiateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment... deux choses. D'abord, il dit écoutez, si finalement cet uranium enrichi maintenant à 60%, on est prêt à le prendre et puis finalement on va le mettre chez nous. Voilà, comme ça on va trouver une solution pour éviter de le détruire et éviter d'avoir justement les actions qui ont été décrites par le colonel ou celles qui peuvent être imaginées à la Maison Blanche et dans la Situation Room qui, si j'ai bien compris, se réunit ce soir à minuit heure de Paris. Donc ils disent écoutez, nous on va intervenir, on connaît bien. Bon, évidemment, tout ceci n'est pas sérieux et ça ne se passera jamais. Mais on voit que là-dedans, chacun essaye de jouer son rôle international. Je le redis parce que les Russes disent mais il est tout à fait légitime que l'Iran ait un programme nucléaire civil, y compris enrichisse pour des applications civiles, donc jusqu'au fameux 20%, donc l'uranium. Et en fait, il se substitue à une sorte de nouvel ordre mondial. Voilà. Et c'est là encore une fois, je le redis, nous, Européens, on ne peut pas être là en spectateur de ce qui se passe. Alors, on n'est pas vraiment en spectateur, puisqu'il y a eu tout de même Genève. Alors voilà, on a eu Genève. E3. On a eu Genève, ce qui est une bonne chose. On avait un format E3, donc... alors, en plus, enfin... Allemagne, Royaume-Uni, France, pour le rappeler à nos téléspectateurs. Et enfin, la haute représentante de l'Europe, Madame Kaja Kallas, qu'on n'avait pas vue depuis le début sur ce conflit, et qui a été invitée. Donc ils étaient 4 en fait. Et donc c'est quand même une bonne chose. Bon, maintenant, on le disait tout à l'heure, le président Donald Trump a horreur de se faire dicter son agenda, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il a même dit... Ça ira... On ne veut pas parler aux Européens. Les Iraniens ne veulent pas parler aux Européens. C'est pas une raison, donc c'est bien de le faire. Voilà, ça montre évidemment que nous, on a compris qu'il y avait une fenêtre d'opportunité de 2 semaines. Eh bien, et faisons tous les efforts pour l'utiliser. Maintenant... Le colonel, c'est problématique ce que vous dites tout de même, Thierry Breton. C'est pas problématique. Ça veut dire qu'on n'a pas de poids. Eh bien, c'est bien tout le sujet, et c'est à nous à recréer le poids. Mais recréer le poids, ça veut dire effectivement recréer le poids, non pas à 3, avec en plus le ministre des Affaires étrangères, M. Lamy, qu'on a vu tout à l'heure sur une photo, britannique, qui arrivait directement de la Maison Blanche, parce qu'avant d'aller à Genève, il était quand même allé faire un petit tour à la Maison Blanche. Alors, les mauvaises langues disent
pour avoir ces LTT, comme on dit dans notre jargon, line to take, c'est-à-dire ce qu'il fallait dire. Les plus gentils diront que c'était pour informer dans l'autre sens. Voilà, donc nous, on est l'Union européenne, les 27, eh bien il faut que les 27 parlent enfin d'une seule et même voix. C'est absolument vital, existentiel. Ça a été un petit début à Genève, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je nous invite, nous, Européens, à être beaucoup plus actifs aujourd'hui que nous le sommes sur tous ces sujets qui sont en train de remodeler les rapports de force mondiaux. Merci Thierry Breton, merci colonel Goya. Nouveau conseil de sécurité nationale ce soir. Trump ira-t-il jusqu'à des frappes ciblées en Iran? Décidera-t-il de la posture américaine plus tôt que prévu? On en parle dans un instant avec mes deux invités, Gérard Araud et le général Trinquant. À tout de suite. Et si l'Amérique rentrait en guerre? Donald Trump réunit son Conseil de sécurité nationale ce soir. Washington affirme ne pas être impliqué, mais toutes les options sont encore sur la table. Jusqu'à quand les États-Unis resteront-ils en retrait? Gérard Araud, bonsoir. Bonsoir. Général Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir en plateau. On va prendre tout de suite la direction de Washington avec Hélène Bonnet qui est à la Maison-Blanche. Bonsoir Hélène. Que nous dit la Maison-Blanche ce soir? Eh bien, ce que nous dit, c'est que Donald Trump va revenir ce soir. Alors, en France, on sera aux alentours de 23h30 et il va tenir un nouveau conseil de sécurité avec son conseil national. Alors, ces réunions, on les a vues, il y en a une tous les jours depuis 5 jours. C'est un moyen pour Donald Trump d'être briefé sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et puis d'explorer toutes les options militaires qui s'offrent à lui. Alors, pour le moment, il a été annoncé qu'il y en aurait peut-être une deuxième demain. On ne sait pas si ce sera l'occasion pour le président de prendre une décision forte. Il y a une information qui nous est parvenue par la presse cet après-midi, c'est que plusieurs bombardiers B-2 avaient décollé d'une base dans le Missouri aux États-Unis pour se rendre sur la base de Guam qui se trouve dans le Pacifique. Cette information a été confirmée par des responsables américains. Alors, à quoi pourraient servir ces bombardiers? Premièrement, à transporter ces fameuses bombes GBU-57, celles qui ont la réputation d'avoir la capacité d'aller frapper les sites nucléaires iraniens les plus sensibles, notamment le site de Fordo. Mais ça peut être aussi un moyen pour les États-Unis d'envoyer à nouveau un message aux Iraniens, refaire monter la tension. On a assisté à ça pendant toute la semaine. Pourquoi? Parce que hier, les Iraniens ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur programme nucléaire, qu'ils n'étaient pas prêts à discuter avec les États-Unis. Donc ça peut être un moyen pour Donald Trump de remettre la pression. Pour autant, j'écoutais l'interview du vice-président J.D. Vance sur Fox News il y a quelques instants. Il explique encore une fois que Donald Trump veut privilégier la voie diplomatique jusqu'à ce qu'il estime qu'il a tout tenté. Et là, il pourrait prendre sa décision, mais seul lui décidera de quand sera ce moment-là. Merci Hélène Bonnet et Arthur Grolet qui vous accompagnent. Général Trinquant, pas de décision finale, mais tout de même des signalements stratégiques. On apprend à l'instant par le New York Times que d'autres avions de chasse américains F-22, F-16, F-35 auraient été déplacés, transférés d'Europe vers des bases au Moyen-Orient. Donc une continuité de signalements stratégiques tout de même. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 signalements stratégiques. Je permettrai de plaisanter sur le premier. Monsieur Trump ne va pas au Golfe ce week-end. Ça me paraît un signalement stratégique important, puisqu'il se consacre à quelque chose qui est essentiel pour lui. Le deuxième point, c'est que quand on regarde la concentration des avions depuis une semaine dans la région du Moyen-Orient, c'est absolument gigantesque. Absolument gigantesque. Nous parlions tout à l'heure, on en parlera peut-être de 2003. À l'époque, j'étais à New York et je voyais la concentration des matériels américains. Et je me souviens que le diplomate qui travaillait au Conseil de sécurité quotidiennement, au bout d'un moment, m'a dit « Dites-moi quand ils attaquent, j'en peux plus ». Parce qu'effectivement, on voyait cette montée en puissance fabuleuse. J'en ai revu une autre en Yougoslavie en 1995. Donc là, si vous voulez, moi je crois qu'on dépasse largement le signalement stratégique pour dire attention, on va faire peur. Il y a déjà sur Diego Garcia des B2 et des B52 qui sont positionnés depuis longtemps. Là, on rajoute des B2 à Guam. La base, la plus grosse base en Arabie Saoudite, on comptait visible, parce qu'il y avait ceux qui étaient dans les abris, 55 chasseurs qui étaient présents. Une quinzaine de ravitailleurs. Donc c'est un signalement énorme, une concentration de moyens qui doit permettre
aux Américains de développer leur puissance. Des responsables américains ont fait savoir également ce soir que Donald Trump continuait d'envisager toutes les options possibles et même cibler l'ayatollah Khamenei. Vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce que les Américains pensent vraiment au changement de régime, Gérard Araud? D'abord, il y a une première question, c'est est-ce que Trump ira ou n'ira pas? Si vous m'aviez posé la question il y a 15 jours, je vous aurais répondu sans doute non, parce que Trump a été élu précisément sur un programme qui est non interventionniste, voire néo-isolationniste. Et une partie de sa base est vraiment très hostile aux interventions extérieures. Alors là, on le voit d'un seul coup, cette accumulation faramineuse de moyens militaires. Alors, j'ouvre une parenthèse. D'ailleurs, c'est que pour détruire les installations nucléaires de l'Iran, on n'a pas besoin de ça. Hein. Non. Et donc, c'est une vraie question. Alors, il y a deux hypothèses. Ça veut dire, soit c'est vraiment du bluff à la Trump, c'est-à-dire Trump veut faire peur aux Iraniens afin que les Iraniens capitulent, et les Iraniens sont déjà dans les cordes du fait des coups israéliens. Donc ça, c'est une première possibilité. Et à la fin, comme d'habitude, taco, il chickens out. Il se dégonfle toujours. Il se dégonfle. Voilà, il se dégonfle. Ou alors, non, ils ont réussi. Les néoconservateurs ont pris le dessus autour de lui. Il y va, mais s'il y va avec ses moyens, il y va beaucoup plus pour le. D'ailleurs, même du côté israélien, le prétexte nucléaire est dépassé et de loin, et ils y vont pour essayer d'abattre le régime iranien. On est là dans une toute autre logique, d'une gravité tout autre. Surtout que vous disiez, Général Trinquant, qu'il rentrait à Washington pour des choses très importantes, mais on se rappelle tout de même qu'il peut ordonner une frappe ciblée, même à distance, puisque Qassem Soleimani en 2020... ça a été ordonné depuis Mar-a-Lago. Mais bien sûr, mais là on ne parle pas de la même chose. Vous vous rendez compte, le paquet qui est mis en œuvre, et comme vient de le dire justement l'ambassadeur, si on va au-delà, c'est-à-dire au-delà du nucléaire, à un changement de régime avec un engagement massif vers quelque chose qui va à l'encontre de ce pourquoi le président a été élu, puisqu'il a toujours été le président qui faisait la paix. D'un seul coup, il serait le président qui fait la guerre, et contre une portion importante des républicains de MAGA qui sont isolationnistes. Donc c'est vraiment un renversement majeur. Alors je pense que M. Trump a compris qu'il n'aurait pas le prix Nobel de la paix, puisqu'il a déjà échoué en Ukraine, que là probablement il ne pourra pas postuler pour ce prix, mais donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. Moi je crois que ça fait plusieurs conseils de sécurité qu'il a, il doit vraiment hésiter. Il doit vraiment hésiter parce que d'abord, la guerre, il n'aime pas ça du tout. Et il faut qu'il soit vraiment poussé avec des arguments précis que M. Netanyahou lui a donnés sur les chances de réussite. Sinon, il n'irait pas. On entend de plus en plus cette petite musique qui monte, même en plateau avec certains experts, qui font un parallèle avec l'Irak de 2003. Est-ce que ça tient la route, Gérard Araud ? Alors évidemment qu'il y a des différences, hein, on va pas, il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a quand même des éléments en commun, n'est-ce pas ? On a d'un côté deux régimes abominables. Moi je dirais que le parallèle, c'est plutôt le parallèle sur les plateaux de télévision français, hein, ou dans les débats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut se débarrasser de deux régimes abominables. Ce sont deux régimes abominables qui ont des armes de destruction massive, et on va libérer les peuples à la baïonnette. Au fond, c'est ça. C'est dans les deux cas. Alors on sait ce que ça a donné en Irak, hein, et là on a de nouveau une population de 90 millions d'habitants, dont sans doute pas plus de 60% de Perses, de multiples minorités, hein, les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Baloutches, les Tadjiks et les Kirghizes, par exemple. Il n'y a pas d'opposition identifiée, et de surcroît vous avez plusieurs centaines de milliers de miliciens fanatisés du régime. Et donc, la crainte que l'on peut avoir, c'est que si on s'engage dans le changement de régime, ce soit le chaos. Soit le chaos, hein, le pays explose, un pays de 90 millions d'habitants, vous voyez ce que ça veut dire, soit c'est les éléments les plus radicaux du régime, les centaines de milliers de Basij et de Pasdaran qui prennent le pouvoir. Donc, s'engager dans cette voie,
à mon avis, serait quand même extrêmement dangereuse. Mais certains disent, Gérard Haro, que quand les Américains sont arrivés en Irak au départ, ils ont été accueillis les bras ouverts, que ce sont les erreurs américaines qui sont survenues après, qui ont déclenché tous les événements en Irak. Mais une armée qui arrive avec pour une dictature est toujours accueillie les bras ouverts. Nos troupes ont été accueillies les bras ouverts dans le Sahel. Elles ont libéré et elles sont parties 10 ans plus tard la queue basse, si vous me permettez l'expression. Tout simplement parce que il y a d'abord une sorte de soulagement de libération, mais après, il faut faire de la politique locale. Et une armée ne fait pas de la politique locale. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'invasion au sol, espérons-le. Enfin, il n'y aura pas d'invasion au sol. Et donc, on va avoir une sorte de chaos. De nouveau, vous savez, j'ai l'impression un peu que c'est l'Occident qui fait du mécano. Nous faisons du mécano avec les autres. Je trouve, on ne parle jamais du reste du monde sur ces plateaux. Comment le reste du monde voit ce qui se passe? Ils doivent être assez stupéfaits de voir les Occidentaux qui, une fois de plus, après avoir apporté, il faut bien dire, le chaos en Irak, en Afghanistan et en Libye, eh bien maintenant on arrive en Iran et en disant, on va leur dire, attendez, en Afghanistan ça n'a pas marché, en Irak ça n'a pas marché, en Libye, ça n'a pas marché, mais on a pris les leçons. Et cette fois-ci, faites-nous confiance, ça va marcher. En tous les cas, selon CBS ce soir, des diplomates américains et des diplomates européens disent qu'il y a un plan de succession du régime qui serait mis en place en coulisses. L'ayatollah Khamenei également, s'il meurt, a prévu d'avoir 3 potentiels remplaçants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gérard Haro, général? Alors d'abord, ce premier point sur la comparaison avec 2003, effectivement, on est complètement à côté du sujet. Ce qui a raté en 2003, c'est le fait que, bien sûr, d'abord invasion terrestre, ensuite Monsieur Brenner qui a été le potentat qui a mis en place, remplacer un système par un autre système étranger, parce que c'est ça ce qu'il a fait. Et donc ça ne pouvait pas marcher. Moi j'écoute attentivement ce que dit M. Netanyahou, puisque c'est lui qui parle vraiment de changement de régime, et je regarde l'infiltration du Mossad, qui pour le ciblage est absolument extraordinaire. Certains disent qu'il aurait d'ailleurs fallu continuer des opérations ciblées plutôt que d'aller frapper directement l'Iran. Alors, écoutez, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que dans les opérations ciblées du Mossad, c'était le nucléaire et le politique. Et vous parliez des... Et les scientifiques. Et les scientifiques, oui, pardon. Quand je dis le nucléaire, il y a dedans les bases et les scientifiques. Et vous parliez des politiques, justement. Le régime, monsieur le guide suprême, a nommé en fait des gardiens de la révolution. Il a nommé un triumvirat. Mais ce triumvirat a été éliminé. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on parle beaucoup de l'élimination du guide suprême, mais en fait, on a déjà détruit tout ce qu'il y avait en dessous de lui. Et la comparaison, pour faire encore une comparaison, j'espère que le Mossad s'est mieux préparé que le FSB ne s'est préparé en Ukraine. Je veux dire par là, M. Poutine pensait qu'il allait remplacer Zelensky par un autre pouvoir. Ils ont complètement échoué. Là, on peut espérer que le Mossad a mieux préparé son affaire. Et moi, je suis frappé par les mouvements d'opposition à l'intérieur de l'Iran qui, depuis 72 heures, commencent à apparaître sur les réseaux de télévision, sur les radios, en brouillant en fait le système officiel et en mettant d'autres systèmes à la place. Ça veut dire qu'ils existent. Alors je ne suis pas assez spécialiste de l'Iran pour dire qui est, etc. Bon, les expatriés comme Pavlavi, on le connaît, mais les autres à l'intérieur, il y a des mouvements qui bougent. Deuxième point, tout le monde s'accorde à dire que le régime est honni par beaucoup plus de la moitié de la population. Et donc ça, c'est une base sérieuse, mais effectivement, derrière, il faut une organisation, et ça, je ne sais pas si elle est en place. L'infiltration du Mossad, c'est un des sujets pour savoir jusqu'à quel point le régime est-il vraiment infiltré? On parle de paranoïa au sein même du régime, de savoir quel est le degré d'infiltration du Mossad dans ces bases-là. Vous avez été en poste à Tel Aviv, Gérard Haro. Vous avez côtoyé ces services secrets israéliens, Mossad, Shin Bet sur le territoire.
quel peut être le degré d'infiltration du Mossad au sein même du régime de l'Iran? On sait que ça fait des années que c'est préparé. Alors moi, évidemment, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce que je sais, puisque j'ai eu accès aux sources d'information françaises et alliées, d'ailleurs, pendant la gestion de la crise, et notamment quand j'étais directeur général des affaires politiques, c'est qu'en réalité, l'Iran est beaucoup plus transparent qu'on ne le pense. C'est assez étrange. Vous savez, il n'y a pas que le Mossad. Moi, je me rappelle la fameuse base de Fordo, aujourd'hui tout le monde en parle. Nous, elle a été découverte, donc elle était clandestine, elle a été découverte en 2008 par tous les services de renseignement en même temps. Il y a eu successivement les Israéliens qui sont venus nous voir, les Français, et on a découvert qu'on avait décelé cette base, chaque service avec ses propres sources. Et c'est un pays, comme d'abord le régime est détesté, comme vous le disiez, moi je suis allé plusieurs fois évidemment à Téhéran, et donc j'ai pu le constater. Le régime est détesté. En réalité, on voyage pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui font l'aller-retour, qui voyagent. De Los Angeles il y a une très grosse communauté iranienne, et ce qui fait, alors je veux pas réduire les exploits des services israéliens, mais je pense que c'est un pays aussi où il y a encore une communauté, où la communauté juive est encore importante. Il y a la communauté arménienne. Comme je l'ai dit, il y a 40% de non-perses. Voilà, donc c'est en effet un succès extraordinaire des services israéliens. Mais de nouveau, moi, j'ai un peu tendance à reculer devant l'analyse d'une situation comme si c'était un jeu vidéo ou un roman policier. C'est beaucoup plus grave que ça, hein. C'est des millions d'êtres humains, des centaines de milliers de vies humaines. C'est quand même un pari, vous voyez. Alors évidemment, quand on est à 3000 km de là, on appuie sur le bouton. Moi, je serais réticent et je sais qu'en le disant ça, je sais que tous les spectateurs vont sur mon compte Twitter immédiatement pour m'insulter en disant que je ne suis qu'un soutien du régime des Mollahs, mais personnellement, j'hésiterai avant de m'engager dans cette aventure. Non, mais très clairement, Jaharo, il y a des civils qui meurent des deux côtés. C'est la guerre dans cette forme-là également, elle existe. Ce qu'on analyse également, c'est la position américaine, où certains Américains voient ça, et vous le savez, que parfois c'est juste appuyer sur le bouton, surtout que les frappes peuvent se faire, non pas, c'est-à-dire qu'on sait que d'un point de vue militaire, par exemple les dronistes français se trouvent sur le terrain quand ils appuient sur le bouton et déclenchent une frappe, ce n'est pas le cas pour les Américains, et ça parfois c'est critiquable parce que ça les déconnecte notamment du territoire. Oui, juste 2 points. D'abord, sur l'infiltration du Mossad, je vais vous répéter une plaisanterie qui court actuellement à Téhéran. Sais-tu où est le guide suprême? Ah non, je ne sais pas. Il faut demander au Mossad. Le Mossad est extrêmement infiltré. Je vous donne un exemple. Lorsque le chef du Hamas a été tué dans Téhéran, le lendemain, le responsable de la sécurité des gardiens de la Révolution a été arrêté parce qu'il était un agent du Mossad. Donc le Mossad, c'est pas seulement des Israéliens, c'est aussi des Iraniens qui ont décidé de travailler avec les Israéliens. Ensuite, sur le point que vous soulignez, oui, aucun militaire, aucun, où qu'il soit, ne pense que c'est un jeu vidéo. C'est pas vrai. Quand on fait des analyses de situation, et vous parliez de risque, oui, on dit, là il y a un risque, là il n'y a pas de risque. Là, on a des chances, 50%, 75%, etc. On classe tout ça. Et après ça, il y a une décision politique d'y aller. Mais jamais, à aucun moment, pour une raison bien simple, c'est que chaque fois, vous risquez la vie de vos hommes aussi. La vie de ceux qui sont en face, bien sûr, mais la vie de vos hommes aussi. Donc ça n'est pas un jeu vidéo, mais c'est une analyse jusqu'à quel point on a une prise de risque ou pas. Et ça, c'est effectivement un point important. Prise de risque pour les soldats américains. On ne calculera pas le risque pour le civil iranien. Ça ne compte pas. Mais si on prend un peu de recul, moi je trouve que c'est intéressant parce que du point de vue donc, de l'opération israélienne sur le nucléaire, on est arrivé à un point où les Israéliens disent clairement on n'arrivera pas sans une implication américaine. Voilà, donc ça c'est déjà un point. Et deuxièmement, on voit bien que l'opération israélienne, maintenant, s'est élargie à la chute du régime. Moi, je pose la question, mais et si le régime ne tombe pas, qu'est-ce qui se passe ?
Si le régime ne tombe pas, parce que c'est quand même un pari, est-ce que ce régime va tomber? Mais là, c'est l'impasse stratégique pour Israël. Si le régime ne tombe pas, la guerre se poursuit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Israël va s'arrêter en disant j'ai gagné et on aura toujours un Iran qui sera tout toujours aussi agressif de l'autre côté, et avec de bonnes raisons cette fois-ci? Moi, je ne vois pas vraiment je crois que l'erreur dans tout cela, c'est de se dire je veux me débarrasser du programme nucléaire iranien par la force, alors que l'expérience prouve qu'on ne peut s'en débarrasser que par la négociation. Parce qu'on l'avait fait en 2015 avec l'accord de 2015. Et donc là, je crois qu'il y a une impasse stratégique et que si le régime ne tombe pas, on est dans une sorte de tunnel. La guerre va se continuer sans limite. Mais Gérard, vous savez que les Français eux-mêmes, Laurent Fabius le disait, que l'accord de 2015 au départ n'était pas assez fort, n'était pas assez solide, que Barack Obama avait voulu pousser cet accord-là de manière assez pressante. Est-ce que là, avec les réalités du terrain, ça tient encore? C'est-à-dire que vous avez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ce soir, qui dit dans les colonnes du Parisien que les Iraniens avaient tous les éléments pour créer la bombe. Mais ça, on est tous d'accord, hein. Évidemment, c'est pas nouveau, hein. Mais le problème n'est pas de savoir s'il avait tous les éléments, c'est de savoir s'il s'était engagé avec ces éléments à faire une bombe. Voilà. Et les services de renseignement occidentaux répétaient que la décision n'avait pas été prise. Hein. Mais s'il avait tous les éléments pour faire la bombe, c'est précisément parce qu'on était sorti de l'accord de 2015. L'accord de 2015, on en est sorti en 2018. Et donc, comme Donald Trump a claqué la porte. Et donc les Iraniens aussi. Si Trump claque la porte, les Iraniens aussi. Il y avait une négociation que Trump avait relancée. Cette négociation a été interrompue par les opérations israéliennes. J'espère de tout cœur qu'elle reprenne. Mais certains disent que ce nouveau deal de Donald Trump était un deal au rabais pour les États-Unis, d'une certaine manière. Alors, que c'était encore moins dur que celui de 2015 et que les Iraniens n'ont pas accepté. Si vous voulez être encore plus dur que Donald Trump, il y a des limites. C'est vraiment... excusez-moi, mais Benjamin Netanyahou ne dicte pas la politique de l'Occident vis-à-vis du programme nucléaire iranien. Nous avons aussi notre propre vision. Et les États-Unis devraient avoir également leur propre vision. Qui dicte donc la politique de Donald Trump? On va écouter les voix de la paix pour vous soulager, Gérard Haro. Écoutez peut-être quelqu'un que vous n'identifiez pas avec la paix, mais qui lui dit, Benjamin Netanyahou ne peut pas dicter notre agenda. Écoutez. Qui diable es-tu pour faire la leçon au peuple américain? Qui es-tu pour faire la leçon au peuple américain? Le peuple américain ne va pas le tolérer. Il ne le supportera pas. Qui es-tu pour nous mettre dans une situation où tu savais que tu ne pourrais pas terminer le travail? Ou si tu le peux, alors termine-le. Ne viens pas nous voir pour en finir. Parce que cette frange américaine, elle existe. Hein. La frange MAGA, Steve Bannon, Tucker Carlson également, le propagandiste en chef pour le coup de la Maison-Blanche, qui s'oppose également à cette intervention. On a l'impression qu'il y a une société qui se divise, puisque au sein même de chef d'état-major des armées, au sein même du CENTCOM, qui représente le Moyen-Orient pour l'armée américaine, vous avez tout de même des républicains qui sont plus traditionnels, disons, de la frange McCain, qui voudrait qu'il y ait cette opération-là, qui pousse cette opération-là, notamment le général Kurilla qui est en tête du CENTCOM. Est-ce que réellement ça peut contrebalancer cela? On voit bien qu'il y a deux camps au sein même des Républicains qui s'affrontent. Oui, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il y a deux camps et c'est pour ça que le président Trump est très embarrassé. Il est très embarrassé parce que son ADN, si j'ose dire, c'est je fais la paix, pas je fais la guerre. Oui. Et là, il a un outil militaire, CENTCOM, c'est le commandement américain de la zone, qui sait très bien, en discutant avec ses alliés d'Arabie Saoudite, des Émirats, etc., que l'ennemi, c'est l'Iran. Donc tout le monde va dans ce sens-là. Et l'appareil militaire américain est une machine tellement puissante que quand elle se met en route, après c'est un peu difficile à l'arrêter. Mais on est tous d'accord. 2015, c'était un accord qui empêchait les Iraniens d'avoir une arme nucléaire.
2018 a été une grosse erreur de la part de M. Trump à l'époque de déchirer cet accord-là, ce qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que l'enrichissement n'a pas cessé. Une accélération de l'enrichissement et de la militarisation du programme nucléaire. Et simplement, vous n'enrichissez pas pour enrichir. Vous enrichissez pour en faire quelque chose. Vous comprenez ? Vous avez besoin de 3,5% d'uranium enrichi pour une centrale nucléaire. Vous en avez besoin de 90% pour une bombe nucléaire. Donc si vous allez vers les 90%, vous n'allez pas dire naïvement, je ne savais pas. C'est forcément que vous voulez faire quelque chose. Donc l'erreur magistrale, c'est bien sûr c'est 2018, pardon, et non pas 2015. 2015 aurait dû arrêter ça. Le problème, c'est que depuis, avec M. Netanyahou, qui a réussi à affaiblir le cercle de feu, le Hamas, les Houthis, la Syrie, l'Irak et l'Irak et la Syrie, oui, il est au bout de son chemin et il dit maintenant il faut que je tape au cœur. Donc ça c'est la vraie stratégie de M. Netanyahou. Israël ne sera pas tranquille tant que le cœur de la menace contre Israël ne sera pas affaibli, et c'est donc l'Iran. Voilà. Les négociations se heurtent aussi à des obstacles, puisque la question se pose, qui pour négocier ? Les Européens ont-ils aidé à discuter avec les Iraniens ? Non, ils ne m'ont pas aidé. L'Iran ne veut pas parler à l'Europe, ils veulent nous parler. L'Europe ne sera pas en mesure de nous aider dans cette affaire. Alors Gérard Haro, les Européens ne peuvent pas négocier ? Non, parce que pour les Iraniens savent très bien que c'est les États-Unis qui ont la clé de tout pour le problème. À l'heure actuelle, les Iraniens sont dans les cordes, ils subissent les frappes israéliennes, et ils sont évidemment terrifiés à l'idée d'avoir une opération américaine. Donc il faut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et donc il est évident, d'un point de vue iranien, je saurais très bien, notamment avec Donald Trump, peut-être qu'avec Joe Biden ça aurait été légèrement différent, et encore, mais il est évident qu'à Washington, on n'a rien à faire des Européens rien à faire des Européens. Et donc il est tout à fait normal que les Européens essayent d'être la voie de la sagesse dans cette folie qui est en train de se déchaîner sous nos yeux. Mais dans les faits, ce qui compte, c'est que le fil soit renoué après les frappes israéliennes, renoué entre les États-Unis et l'Iran. Et je pense que les Iraniens ne sont pas suicidaires. C'est un régime qui a su faire des concessions lorsqu'il a eu l'impression que sa survie était en jeu. Et donc je pense que si les Américains veulent vraiment négocier, je pense que les Iraniens, en réalité, feront des concessions sans doute substantielles. On l'a vu dans des épisodes de l'histoire de la République islamique où lorsqu'elle est dans les cordes, elle sait céder pour assurer sa propre survie. Le problème également, c'est que du côté des Européens, on a l'air plus divisé que jamais sur la question iranienne tout de même. Quand vous avez le chancelier Merz qui dit ouvertement « Israël fait le sale boulot », c'est pas du tout la position française, Gérard Haro. La position française, je me rappelle au moment du lancement de l'opération israélienne, la position française a été de reconnaître le droit d'Israël à sa défense, sa légitime défense, ce qui reconnaissait la légitimité de l'opération israélienne. Donc je ne suis pas sûr que je pense que le propos du chancelier Merz c'est un peu, brut de décoffrage. Voilà, il aurait pu le dire de manière différente, mais je ne suis pas si convaincu que ça qu'il y ait une division entre les Européens qui répètent tous aujourd'hui à quel point le programme nucléaire iranien est une menace majeure. Aucun n'a, par exemple, condamné l'opération israélienne. Aucun ne critique l'opération israélienne. Donc je vois ça plutôt, le fait que le chancelier Merz, d'abord il est allemand, et donc les Allemands ont un devoir de soutien inconditionnel à Israël, on le connaît bien. C'est un nouveau chancelier qui, à la différence des hommes politiques allemands, est un peu cash dans son expression, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une division entre Européens. Moi je pense que les Européens, comme M. Trump, sont très divisés. C'est-à-dire qu'il faut négocier, donc les Britanniques, les Allemands, les Français vont négocier parce que ça fait partie de l'ADN de l'Europe. On rappelle que les Français voudraient pouvoir respecter le programme balistique également, ce que les Iraniens refusent, en plus du programme nucléaire. Mais simplement pour continuer, les Européens de l'autre côté, Britanniques et Allemands, ne peuvent qu'être complètement avec les Israéliens. Les Britanniques ont leurs avions qui sont déjà avec les avions américains. Les Allemands également, ça se dit pas trop, mais dans les ravitailleurs, il y a des avions allemands. Donc, vous avez, et de l'autre côté, les Français qui, bien sûr, ne s'engageront pas militairement aux côtés des Américains. Donc,
évidemment, dans cette troïka qui va discuter avec les Iraniens, vous avez ceux qui participent à l'opération et ceux qui n'y participent pas, mais facialement, ils doivent essayer de trouver une sortie de crise diplomatique. Et la vraie question qui va nous sera posée en cas d'opération américaine, c'est quelle sera la réaction française, parce que ça peut être, comme le dit le général, la non-participation. Moi, j'ai vécu 2003, j'étais directeur des affaires stratégiques aux côtés de Dominique de Villepin, donc il y a deux choix, je me rappelle, on avait eu ce choix en 2003, soit vous ne participez pas et vous ne dites rien, vous laissez faire, soit vous prenez clairement le parti pour condamner l'opération. Et je pense que ce sera la question qui pourrait être posée au président de la République si les Américains lancent l'opération. Alors il y a eu tout de même une tentative de négociation, en tous les cas d'organiser des pourparlers en Turquie avec les Américains et les Iraniens. Ce sont les révélations du New York Times ce soir. Le jeu des Turcs est tout de même assez intéressant. C'est-à-dire que les Turcs parlent à tout le monde. Ils restent sur la scène internationale un allié des Occidentaux, mais ils parlent également aux Russes. Comment on peut faire pour faire avancer ces négociations? Est-ce qu'on a besoin forcément des Turcs qui, on le sait, ne sont pas non plus des alliés d'Israël, le critiquent très fermement? Non, je ne crois pas qu'on a besoin des Turcs, mais les Turcs veulent absolument exister. Monsieur Erdogan en particulier veut être présent. Je rappelle que c'est lui qui veut amener aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, et il veut jouer un rôle là-dedans. Et donc, voilà. Mais je pense que pour ces négociations, on n'a pas forcément besoin de lui. Vous savez, moi je trouve que la diplomatie turque, aussi bien sur l'Ukraine que dans d'autres sujets, est quand même assez, se débrouille assez bien. Moi, si j'étais le président de Turquie, je serais quand même particulièrement inquiet parce que mon environnement entier est en flammes. En flammes au sud et maintenant avec un risque majeur de déstabilisation de l'Iran. La déstabilisation de l'Iran, c'est des millions d'Azéris, c'est-à-dire des turcophones. C'est donc tout le risque que toute la région s'enflamme, donc il essaye un peu comme les Européens, et sans doute pas avec beaucoup plus de succès que les Européens, il essaye de s'entremettre. Alors il a peut-être plus de succès que les Européens parce qu'il a un avantage sur les Européens, c'est que c'est un dirigeant autoritaire, et Trump préfère de loin les dirigeants autoritaires aux dirigeants démocratiques comme les Européens.